Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, on avait parlé architecture moteur. Ne vous en faites pas, on va y revenir. Mais j'ai fait table rase du tableau parce que là on va aborder le sujet culasse. Et je vais avoir besoin de dessiner un petit peu. Comme d'hab, la théorie, on va survoler rapidement le sujet, histoire que ça soit compréhensible pour tout le monde. Et puis on va travailler un tout petit peu sur la culasse du Détroit. Dans les actus fraîches également, parce que depuis la dernière vidéo, il s'est écoulé 3 semaines, j'ai racheté une 39. Je vous ferai une vidéo sur le sujet, mais partez du principe que pour un gain de temps, par rapport à l'histoire de la boîte auto, j'ai racheté une 525D en boîte manuelle. Comme ça, il n'y a pas toutes les magouilles à faire au niveau du pédalier, et j'en passe. Enfin bref, on va gagner pas mal de temps, d'où la mise en vente des pièces de la noire, qui est stockée depuis un petit moment, la boîte auto. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, sachez qu'elle est en pièces détachées à vendre, ou potentiellement entière si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à me faire signe. J'ai déjà pas mal bossé dessus. Tout simplement, j'ai gardé une soupape à roder. Je vais le faire avec vous, comme ça sera carré pour vous. J'ai travaillé un peu aussi sur les conduits d'échappement. Et malheureusement, je vais pas pouvoir procéder au remontage total. Il va me manquer les ressorts de soupape. Sujet culasse. Vous m'excuserez, je suis complètement claqué. Ça, c'est de la culasse. On va remettre nos temps ici parce que ça va nous servir. On a l'admis, la compression, explo. Et en 4, échappe. Du coup, on va avoir nos conduits d'admis. Échappe, notre chambre de combustion. Notre piston. Là. Du coup, rôle numéro 1 de notre culasse, pour commencer, ça va être de fermer notre bloc en point haut, d'accord? Et le rendre étanche. Étanchéité qu'on va faire en sorte d'avoir grâce à nos soupapes, qu'on va retrouver ici, de chaque côté, au nombre de 4 par cylindre. On va avoir également nos guides, pour guider tout simplement nos soupapes. Parce que si elle commence à jouer en latéral au moment de la fermeture ou ouverture d'ailleurs, on va avoir quelques soucis au vu de la vitesse que ça va. À ça, si on zoome ici, on va retrouver nos sièges de soupape. D'accord? Donc là, on va avoir notre soupape ici, qui a une belle forme. Allez, on va lui faire une jolie forme. Voilà. Nos sièges, qu'on va d'ailleurs refaire, enfin que j'ai refait en partie, je vous en ai laissé une pour vous montrer un peu la manip. Le fait est de roder nos soupapes va faire qu'on va conserver une étanchéité. Dans le cas de ce moteur-là, en tout cas, et même par rapport aux conseils que j'ai pu vous donner, vapeur d'huile, gaz d'échappement, mélange de bouillasse dégueulasse qui arrive sur une soupape bouillante, vu qu'elle est directement liée à la chambre de combustion. Ce qui fait que ça caramélise à moitié autour de notre soupape, ce qui fait que déjà, au moment de son ouverture, l'écart qu'on peut avoir avec la soupape ouverte est amoindri. Le flux d'air va être moins important au moment de sa rentrée. Je rentre dans les détails en même temps, comme ça, on n'y revient pas. Notre culasse, elle, va porter nos soupapes, mais également nos cames. On va avoir nos arbres à cames. Désolé pour ces schématiques. Ces cames-là, tout simplement, vont actionner nos soupapes d'échappement et d'admission de manière synchronisée avec notre distribution, liée au vilebrequin. D'accord. Oh, putain, ça va être dégueulasse.
En gros, la distribution va faire en sorte de synchroniser notre vilebrequin avec la montée-descente de chacun de nos cylindres et de leur soupape. Le truc, je vais faire 2 couleurs différentes, ça sera plus simple. Va falloir penser vilebrequin 1 tour, vilebrequin 2 tours, PMH, le point le plus haut et le point mort bas, le point le plus bas, d'accord? Il va y avoir la phase d'admission. Alors là, c'est le tour 1 et là le tour 2. Qu'attend? On va avoir en gros une phase pendant l'admission où le piston descend, où la soupape d'admission, les soupapes d'admission vont s'ouvrir jusqu'à atteindre le point mort bas. Je schématise, hein, c'est pas... On n'est pas au degré près, d'accord? Pendant la phase de compression, donc là on est en phase 1, en phase 2, fermeture, pour mise en compression au moment de la remontée, le tout complètement étanche, explosion. À la phase d'explosion, le piston redescend, et au moment de l'échappement, la remontée. Donc là, du coup, explosion en 3, et l'échappement, ouverture de la soupape d'échappement, pour finir le cycle du 4 temps, sur 2 tours de vilebrequin. Voilà. Donc en gros, vous voyez bien un peu le principe, l'ouverture des soupapes au bon moment, leur fermeture, etc. C'était juste la petite piqûre de rappel, histoire de démarrer la vidéo. Là, c'est en gros la partie la plus importante. Je fais bref parce que sinon je vais perdre beaucoup de monde. Mais également, ce qu'il faut savoir, c'est que nos fluides passent dedans également. On a de la flotte et de l'huile qui remonte par les conduits pour tout simplement lubrifier nos cams, nos arbres à cam, mais également la flotte qui vient dissiper, récupérer la chaleur pour la dissiper au niveau de notre radiateur. On va retrouver également, je refais la culasse du coup, au vu des différents fluides qui vont traverser notre culasse, on va trouver également toute une série de systèmes d'étanchéité. Au plus connu, le joint de culasse, d'accord, qui va venir entre la culasse et notre bloc, qui lui va avoir une certaine épaisseur par rapport au dépassement de notre piston, mais ceci, on y reviendra. Également très important, les joints de queue de soupape. Ici, pris sur nos guides, tout simplement pour éviter que notre huile vienne à passer dans les chambres de combustion. Comme premier symptôme de leur apparition, petite fumée blanchâtre au démarrage, tout simplement pendant le moment où elle est stationnée, que le moteur ne tourne pas et qu'elle refroidit. L'huile vient gentiment couler le long des soupapes, ce qui fait qu'au moment du premier démarrage de la journée, on a une bonne fumée, c'est que ça va venir évacuer tout ce qui s'est accumulé dans les parages. Joint de culasse, tout dépend également par rapport à notre joint de culasse. On va retrouver nos chambres de combustion, on va retrouver nos conduits de flotte et l'extérieur de notre bloc. Joint de culasse, soit flingué entre cylindres, où la compression passe d'un cylindre à l'autre faisant n'importe quoi. C'est pour ça que l'épaisseur qu'on va retrouver ici est très importante et que c'est là que le D25D1 sort un peu du lot. Pour rappel, je sais que j'en fais toujours référence, mais c'est un très bon exemple. Le bloc de la M346, où ici c'est une feuille de papier limite là, entre les chambres de combustion, ce qui fait que c'est extrêmement fragile, ou du moins faut vraiment pas rigoler avec ça au premier symptôme. Deuxième cas, la transmission, le joint est flingué entre notre conduit de flotte et notre cylindre, où on va avoir des montées en pression normale. La compression passe dans le système de flotte, montant en pression le système lui-même, ou consommation d'eau, au choix, ou combo des deux. Et entre guillemets, le moins grave, c'est que ça aille hors du bloc. Bon là, dans ce cas-là, c'est que clairement, que ça soit la culasse ou le bloc, le plan de joint
Il a un sacré problème. Pour le cadre de notre M57, on va également retrouver, je vais changer de couleur, capteur de température de flotte, directement pris au niveau du bloc, au point le plus chaud, au plus près du chaud. Les bougies de préchauffage, ça change pas. On va venir y greffer les injecteurs par le dessus, même si c'est pas en lien direct, hein, c'est juste vissé par le dessus. Et écoutez, pour la petite thèse, ça va être pas mal. De toute façon, on redéveloppera au cas échéant. Dans le cas de notre D3, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, là où ça va être intéressant, c'est que là on a notre admis, échappe, et que dans le cas de notre D3, les soupapes d'échappement ont un peu grossi. D'accord? Donc ce qui fait qu'au niveau de l'admission, au niveau des conduits en tout cas pour le moment je vais pas y toucher, parce que bon, il n'y a pas lieu d'être. Je vais pas y toucher, mais par contre, au niveau de l'échappement, les soupapes sont exactement les mêmes sur tous les M57, d'accord, au niveau de l'échappement. Et ce qui est pas mal, c'est que d'ailleurs, j'ai dû récupérer des soupapes du D30, D1 pour le D3, parce qu'il y a quelques soupapes qui ont eu des problèmes au niveau des guides, d'ailleurs. Et par contre, au niveau, vous allez le voir, de l'échappement, on va augmenter la taille du conduit d'échappe. Voilà un peu le plan. J'allais oublier l'une des pièces les plus importantes. Les ressorts de soupape, ici. C'est tout simplement elles qui vont effectuer le rappel des soupapes. Une fois que la cam va venir taper notre soupape pour l'ouvrir, au moment que la cam sera passée, va bien falloir qu'elle revienne à sa place. C'est là que les ressorts de soupape rentrent en jeu. Et c'est sur ce détail-là qu'on va essayer de jouer. Comme dans notre cas, où on va quand même gentiment augmenter le boost, ce qui va se passer, parce que dans le cas de notre mazout, il n'y a pas de papillon d'admission, d'accord? C'est tout le temps en flux d'air constant. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ici, avec de fortes pressions de turbo, de suralimentation, même au moment de sa fermeture, ou du moment où elle doit fermer en tout cas, et ben au vu de la charge et de la pression ici, le problème c'est que limite des ressorts d'origine deviennent un peu trop tendres. Ce qui fait que ça pourrait venir à mal fermer au moment voulu. Donc dans le meilleur des cas, un moins bon rendement. Dans le pire des cas, un contact avec notre piston. Donc c'est pour cette raison-là qu'on va jouer là-dessus. Que ça soit pour prendre des chevaux par le biais de notre sural, ou, deuxièmement, les RPM. Regardons ça d'un peu plus près. Notre jolie culasse, joliment usinée chez Normandie Usinage, encore merci à eux. On va retrouver nos conduits d'admis d'échappe. Admission, comme je l'ai dit, pour la D3, cette culasse plus grande que celle-ci. Celles-ci sont équivalentes à toutes les culasses. Là, il y a la culasse du D30, c'est exactement les mêmes, sauf que là, il y en a 4 par cylindre identiques. On va retrouver dans le fond, bon, je vous montrerai de l'autre côté, les guides. On peut apercevoir dans le fond les guides de soupape, nos sièges de soupape, et également tous les conduits qui servent à nos différents fluides, comme je vous l'ai dit. Notre capteur de température de flotte, là on est bien côté admission, d'accord. J'ai dû changer quelques-uns des lacets, ici, ils avaient pris un peu des shoots, bon ça c'est fait. Dans les choses aussi à déclarer, c'est que j'ai eu quelques petits soucis. Est-ce que j'ai un exemple pertinent ici? Non, pas celle-là. Là. Lumière. Focus. Vous voyez ça? Je ne sais pas si vous l'apercevrez correctement à la caméra. Ça doit être lisse comme une peau de bébé, ces trucs-là, d'accord? Donc là, il y a eu à moitié de la rouille qui s'est mis là-dessus. Ça, clairement, c'est de l'entreposage. Il y avait, vu qu'il y avait un joint de culasse, la flotte s'est mise entre le guide et le joint de queue de soupape, et c'est y resté pendant un sacré bout de temps, ce qui fait qu'on en est arrivé à là.
Heureusement pour moi, les guides n'ont rien. Ça, c'est bon. J'ai vérifié, j'ai fait tout ça comme soupape, hein. Donc j'ai mis un petit moment à tout faire. Je vous ai gardé la dernière pour le rodage de soupape. D'ailleurs, attention, vitesse. Voilà. Donc là, on va apercevoir qu'elle a un aspect brillant. Ici, on peut voir, comparé à l'autre, que c'est vachement mat également, comparé à l'autre. On peut voir de toute façon l'emplacement de là où repose la soupape, hein, tout simplement, le siège. Et vous savez quoi, on va commencer le rodage dès maintenant. C'est une opération peu coûteuse et clairement, je vous invite à le faire. Ça coûte rien. Ce qu'on peut retrouver sur le net avec ceci. Également la pâte à rôder. Pour ce que ça coûte, on va commencer par le gros grain. Pas besoin en plus d'en mettre une tonne. Ça fait largement l'affaire. On met 2-3 noisettes et ça suffit largement. Moi, j'ai fait qu'une passe de chaque et on voit clairement la différence. Yep. Il y en a qui le font à la machine, mais j'approuve pas trop les bails. De toute façon, on l'entend au niveau du bruit, hein, la différence. Je la claque comme ça tout simplement pour aérer la pâte à rôder. Parce que si vous restez comme ça un moment, ça vient à freiner votre mouvement. Et puis en même temps, on en profite pour la pivoter. Et je vous invite à le faire à la main. Parce qu'à la bécane, malheureusement, vous n'avez pas le ressenti que vous pouvez avoir en le faisant à l'os. Pour vous donner un exemple, dans ma récupération de soupape issue du D30 pour ce bloc, pour cette culasse, pardon, ce qui s'est passé, c'est que il y avait une des soupapes, je ne sais pour quelle raison, ne matchait pas. Quand j'ai commencé à l'entraîner, j'ai senti immédiatement, rien que par rapport au son et même par rapport au ressenti, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce qui fait que, en la retirant, je me suis tout de suite rendu compte que sur la soupape, ça prenait que un tiers, voire un quart de la surface que normalement se fait sur les soupapes elles-mêmes, en règle générale. Du coup, j'en ai déduit qu'elle avait un jeton, j'ai changé de soupape, j'ai remis l'autre, et là, ça s'est passé nickel. Mais vous voyez, ça, exemple, j'arrive avec une bécane, je claque ça dedans, je fais ma manip. Bon, après, ça vaut dans le cas où on change de soupape, clairement. Normalement, si vous, bien sûr, on mélange pas les soupapes, elles ont leur place, elles ont pris leur forme, leur place, on les laisse là où elles sont. Mais peut-être que dans mon cas, c'était un cas particulier donc. Mais tout de même, au moins même, c'est la petite satisfaction de faire ça soi-même. Donc là, grain fin pour la finition. Pareil, on met que dalle. Et même en mettant que ça, c'est déjà 15 fois trop. Hop. C'est reparti pour un tour. Et de toute façon, quand c'est bon, vous le sentez. Parce qu'au début, quand on l'a fait bouger, ça émet de plus en plus une résistance. C'est pour ça que je l'aère en la tapant et en la bougeant de sens. Mais quand c'est bon, et en fait,
on n'a plus de résistance. Ça reste identique tout le temps. Le ressenti, hein. Là, on devrait être pas trop mal. Voilà. Donc là, on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus mat. Et pareil pour notre siège, hein, qui va devenir identique aux autres. Ce qui permet déjà d'avoir un check visuel également. Celle-là, on va la ranger à sa place. C'était la dernière. Donc là, au niveau des soupapes, on est clean. Nos guides sont OK. Il va nous rester de ce côté-là, bah écoutez, on est pas mal. Là, on a nos axes pour nos guides chaînes. Hop, on va retourner ça. Allez, ça, je ne fais pas chier. Yep. Voilà. Un petit coup d'œil là-dedans. Malgré qu'après rectification de la surface, ça soit passé en lavage, d'après ce que j'ai compris, ça reste quand même vachement gras, vachement poisseux. Bon, ça c'est mes conneries, ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, clairement, c'est un bloc, vu que je l'ai démonté, hein, qui était en mode long life et qui respectait ses préconisations, c'est-à-dire entre 25 et 30 000 km. Hein. Clairement, le résultat, c'est qu'on a un truc dégueulasse. Donc là, on va retrouver nos fameux guides de soupape, d'accord, qui vont sortir, on va y glisser nos joints de queue de soupape pour faire étanchéité, ok. Et ensuite, bah, tout l'assemblage qui va venir dessus avec nos ressorts. Ça sera pas la dernière vidéo traitant du sujet de la culasse, parce que, de toute façon, quand j'aurai reçu les ressorts, on se fera le petit remontage, comme là par rapport à notre rodage, hein, tout simplement, je vous en garderai un. Et ensuite, on remontera les arbres à cam, on cellophane le tout et on passera à autre chose. Comme je vous l'ai dit, au niveau de l'architecture, on y reviendra, parce que tout simplement, le café dégage, on aura l'étude de nos différents pistons bielles. Comme ça, on va rentrer dans le détail du détail. Et dernier point, au niveau de la culasse, tant que j'y suis, on abordera également l'échappement. Hein. Comme là, ça c'était le conduit d'origine, hein, ce qu'on peut retrouver sur nos D1. Là, nos D2, ce qui est monté sur le cobaye en fonte. Lui, il est en inox. D'ailleurs, il n'est pas fissuré. C'est le premier collecteur inox que je n'ai pas vu fissuré, du moins dans mes mains. Avec le nombre des cylindres. Hein. À l'avant avec notre système EGR. L'ordre d'allumage. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ordre d'injection, pardon. Et les collecteurs des générations D3. Et quand je vois ce diamètre-là par rapport à celui-là, t'as compris qu'il va se passer quelque chose. Mais bon, j'en dis pas plus. Par contre, une chose que je vous avais dit, c'est l'agrandissement du conduit d'échappement. Donc là, on peut voir ceux d'origine et ceux modifiés. Donc là, je me suis entraîné sur celui-là, hein, tout simplement. Lumière. Quand on voit commencer là et commencer en bas, je pense que ça va être pas mal. Donc ça, à appliquer sur tous les conduits d'échappement de notre culasse D3. De toute façon, comme vous pouvez le voir, les coups de marqueur sont déjà mis. Il n'y a plus qu'à prendre soin à pas esquinter les tiges filetées. Et puis une fois que ça sera fait, un gros nettoyage. Et pour ça, j'ai trouvé le produit qui marche le mieux. Bah d'ailleurs, c'est avec ça que j'ai nettoyé celui-ci, qui était destiné au D28. J'ai nommé Shine nettoyant jante hard. Alors celui-là, clairement, la culasse en gros va finir dehors, nettoyant jante,
Karcher de fond en comble. Séchage intégral, très important, bien sécher le tout. Et puis après, on remet un coup d'huile dans les guides, un coup de graisse sur les tiges filetées à la graisse cuivrée, hein, comme ça au moins on les garde en vie suffisamment longtemps, parce que je ne sais pas quand je passerai à la totalité du remontage. J'investis au fur et à mesure, bah là ça faut compter 200 balles les ressorts, donc ça va être une des prochaines commandes. J'ai déjà reçu des coussinettes bielles, Villebrequin pardon, coussinettes Villebrequin. Et ce qui est marrant, c'est que, je sais pas si vous allez le voir ici, le M57 n'est même pas marqué. On peut voir M50, puis c'est des versions Racing, donc je pense que c'est ce qui monte les mecs en passage turbo. De plus à ce sujet, pourquoi ça marche aussi fort un M50 en version turbale, c'est que de base, l'architecture du moteur est faite pour être en atmo, aspiration naturelle. Donc déjà, ça sort des belles puissances tout de même en atmo. Alors en le gavant d'air, c'est comme si on multipliait le moteur par 2 ou par 3. Alors là, clairement, on a des trucs qui marchent vraiment bien. Et écoutez, moi, c'est ce que je compte faire, mais de manière un peu différente, c'est-à-dire partir d'un bloc mazout, qui est déjà prévu pour encaisser des pressions de fou furieux, et aller lui faire prendre des tours, et en même temps, le changer de carburant. Donc, écoutez, ça suit son cours. Oh, aussi, dans les annonces fraîches, j'ai été voir le cobaye. Allez passer au banc. Elle a pris des chevaux et des newtons, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais les motoristes souhaitent tout de même que je monte la totalité des pièces pour passer la barre symbolique des 300 chevaux. Je vous laisse ça là. Donc il y a tout ce qu'il faut, mais je veux quand même procéder à ma phase de test et puis remonter mon échangeur que j'ai pu remonter le dernier coup que j'y étais. Parce que je t'ai monté ça à l'arrache. Pour ceux qui ont vu la story où je joue de la meule en train de découper toute la face avant. Donc bon, tout ça, on va se reposer tranquillement. Je la ramènerai là, on se fera ça nickel. Le piping va changer. Et puis ça sera pas mal. Bah écoutez, ça sera pas mal pour aujourd'hui, je pense. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, un petit like et je vous dis à très bientôt. Bye.